Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode des Autotech Calls. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Oscar de Autopass. Bienvenue Oscar. Bonjour Romain. Bonjour à toi, merci de nous rejoindre aujourd'hui. C'est un plaisir. Tu fais partie de l'association depuis quelques mois et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est peu souvent sur le devant de la scène, mais qui est ô combien stratégique à plusieurs endroits. Et je veux parler des pièces détachées. Devant le nombre de références, de fournisseurs, de pays, de constructeurs, il est souvent extrêmement difficile de s'y retrouver. Et Oscar, il me semble que tu proposes justement une solution à ce problème et que tu offres notamment la possibilité à quelques startups, notamment certaines de l'association, donc de scaler plus facilement, de s'internationaliser plus facilement, grâce entre autres à une normalisation et donc une ouverture à l'international qui permet de gagner un temps précieux. Est-ce que tu peux nous en dire plus et est-ce bien ce type de problème que tu contribues à résoudre avec ton équipe? Tout à fait Romain. Le cœur de métier d'Autopass, c'est de permettre de trouver la bonne pièce détachée pour un véhicule donné, un parc roulant, une plaque d'immatriculation, un numéro de série. Donc j'ai un garage, un véhicule arrive, je veux savoir quelle pièce monter. Et ça paraît très simple, dit comme ça, mais je pense que tu le sous-entendais, et c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup, mais ça reste très compliqué, parce qu'il y a une multiplication des finitions sur les véhicules, il y a une multiplication des constructeurs, des modèles, des codes moteurs, etc. Et on se retrouve bien souvent, pour servir des clients, le constructeur lui-même ne sait parfois pas exactement quelle pièce il a montée sur les plaquettes de frein ou les disques, etc. C'est vrai que ça paraît un peu incongru, mais aujourd'hui, dans le système d'information global, on perd cette traçabilité. Donc, notre rôle, c'est de rendre ça limpide et transparent pour notre client. Et qui veut dire transparent veut dire aussi normalisé. C'est-à-dire que finalement, que j'interroge un système en Espagne ou en France ou en Italie ou en Grande-Bretagne ou en Allemagne, j'ai envie d'avoir cette espèce d'aisance, de pouvoir toujours identifier mon véhicule, bien savoir de quel véhicule je parle, et puis trouver les bonnes pièces. Et donc, nos clients viennent nous voir parce que ils ont un métier à réaliser, ils veulent vendre de la pièce, ils veulent réparer des véhicules, ils veulent assurer des véhicules, ils veulent connaître le coût à la maintenance d'un véhicule, et ils se rendent compte que pour faire correctement leur métier, il y a une donnée principale dont ils ont besoin, c'est d'identifier correctement les véhicules et de savoir quelle pièce ou quelle maintenance faire sur ces véhicules. Et c'est là que ces aspects de normalisation, c'est-à-dire un système web, une API, une interface qui permet de requêter un système pour avoir ces informations-là de façon transparente dans les pays européens, ça rend service. Ça rend un grand service et c'est notre valeur ajoutée. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance un petit peu à sous-estimer cet aspect, puisque quand on veut finalement assurer un véhicule, tout du moins quand un assureur veut déterminer le prix de l'assurance d'un véhicule, il faut qu'il sache combien les réparations coûtent. Finalement, dans la façon même de concevoir un véhicule, si on anticipe la facilité de réparation, alors on a une assurance peut-être un peu moins coûteuse et on facilite toute la chaîne derrière de réparation. Lorsqu'un véhicule sort d'une chaîne, il a pendant une durée de vie de 5 ans, 10 ans, 15 ans, et cette durée de vie va de plus en plus s'accroître. Il faut effectivement l'entretenir, et donc ces aspects-là ont beaucoup d'importance. Pendant longtemps, les pièces détachées ont été une source de rémunération et de profit ultra stratégique pour les constructeurs. Et donc, c'est tout cet environnement-là, finalement, que vous adressez et à qui vous facilitez, finalement, la vie. Tout à fait. Je dirais qu'il y a trois grands enjeux, mais je pense que tu les as couverts. Il y a trois grands enjeux. Déjà, il y a une bascule du constructeur vers l'après-vente. Aujourd'hui, une assurance avait tendance à assurer chez le constructeur. C'est-à-dire qu'il y avait une réparation à faire, on la faisait chez le constructeur. J'ai cassé ma Renault, je vais chez Renault. En fait, il y a une bascule qui est faite. Et les grands groupes de l'après-vente commencent à prendre ces notions-là. Donc, en fait, on a une bascule du constructeur qui est censé savoir à plutôt une réparation multimarque dans l'aftermarket où la pièce détachée n'est plus la marge, où la marge ne se fait plus au niveau de la pièce détachée, puisque les marges sont très basses. Donc ça, c'est le premier point, c'est cette bascule, donc constructeur vers après-vente. Ensuite, le deuxième aspect que tu as cité aussi, si tu veux, c'est le fait que les véhicules circulent et qu'on a racheté des véhicules
sur Le Bon Coin, je vais acheter un véhicule qui vient d'Allemagne, je vais acheter un véhicule qui vient, etc. On le réimmatricule en France, etc. Et donc, on n'a plus la voiture qui a fait son trajet de 60 km autour du lieu de production de la concession. Et donc, on va avoir besoin, pour un petit garage, j'ai envie de dire de province, entre guillemets, on va tout de suite avoir besoin d'avoir un grand panel d'informations, de millions de pièces, croiser des millions de pièces ensemble pour avoir la bonne réponse. Et puis, il y a l'instantanéité, le geste parfait. Aujourd'hui, on est noté sur le fait qu'on répare bien un véhicule ou pas. Si j'attends 1 heure de plus, je vais être pénalisé. Donc, ne pas se tromper sur une pièce détachée lorsqu'on la commande, c'est critique. Donc, la société nous amène à ces besoins extrêmement naturellement, en fait. Et nous, en étant dans ce domaine-là, on s'assure de répondre à ce besoin-là, parce que si tu réponds à aucun besoin, évidemment, tu n'as pas de sens. Voilà. C'est ce que j'explique toujours quand je fais ces échanges-là avec les entrepreneurs, c'est vraiment, et à ceux qui nous écoutent, c'est que si tu ne résous pas de problème en créant une boîte, si ta boîte ne résout pas de problème, elle ne fera pas de chiffre d'affaires. Et si le problème que tu résous, tu as des clients en face qui ne sont pas prêts à payer ou qui ne considèrent pas ça comme urgent, prioritaire, et ça ne fonctionnera pas non plus. C'est-à-dire qu'il faut toujours confronter la théorie à la réalité. Il faut sonder les clients avant même de se lancer. C'est très important de bien sonder la douleur. Donc, ce que j'en comprends, Oscar, c'est que du coup, tu mets à disposition des API de boîtes digitales natives ou non natives, où tu dois être dans l'éducation, j'imagine, dans l'évangélisation, pour leur permettre d'accéder à un catalogue de pièces le plus rapidement possible et avec le moins d'erreurs possible, finalement. Oui, c'est tout à fait. Alors évidemment, les digital first et finalement les gens qu'on rencontre à la France Autotech, la plupart sont digital natives, et effectivement, c'est des gens avec qui il y a un langage commun, et il y a une facilité de créer des connexions, d'échanger des données, etc. Mais France Autotech ne couvre pas l'intégralité des gens qui vont travailler avec nous et des grands groupes, qu'ils aient différents niveaux d'avancement dans la digitalisation, ont besoin d'identifier les véhicules, ont besoin d'accéder à un catalogue de pièces, ont besoin de vérifier, par exemple, des fleeters, des gens qui ont des fleet managers. Ils ont besoin de savoir annuellement combien leur flotte leur coûte, année après année. C'est indispensable. Sans ça, tu mets la clé sous la porte, ou alors tu as de la chance. Mais dans ce cadre-là, ces gens-là, qui peuvent avoir différents niveaux d'avancement, encore une fois, dans la digitalisation, doivent faire appel à nous, et on saura nous trouver l'interface qui leur conviendra le mieux. Donc ça peut être une interface graphique, web, qu'ils intègrent dans leurs outils. Donc, entre guillemets, on se plie à leur fonctionnement, ou des gens qui disent non, attendez, nous, l'interface, on est au top du top, et on a juste besoin du flux de données. Par contre, l'info, elle doit être précise. Donc l'esthétique ne compte pas, mais la qualité de l'information est très importante. Et donc, en offrant ces deux canaux de distribution de la donnée, on arrive finalement à répondre à une grande majorité du besoin. Après, on a travaillé à se plier vraiment à des gens qui avaient, notamment avec, c'est le monde un peu de gens comme Ray Parker, qui vont travailler vraiment avec des petites structures qui ont l'habitude du papier, qui ont l'habitude de rentrer des fichiers Excel, etc. Mais on sait travailler aussi avec ces gens-là pour répondre quand même à leurs besoins. Mais là, c'est vraiment un peu comme EDF qui couvre le dernier kilomètre, c'est-à-dire qu'on va faire vraiment un effort très grand pour un petit lot de business. Mais ça peut être notre rôle aussi, c'est d'être capable multicanal et ça ne s'appelle pas être omniscient, mais c'est être polymorphe et être capable de s'adapter à toutes les situations. D'accord. Alors, c'est vrai que finalement, donc la notion de data et de digitalisation, de normalisation, dans beaucoup de métiers et dans beaucoup de startups de France Autotech, effectivement, ce sujet est crucial. Et je pense notamment à Carpe Diem. Quand on a échangé, Carpe Diem, c'est une solution qui permet de payer son carburant depuis son tableau de bord. Et finalement, en digitalisant la relation que le client a avec le pétrolier, ça leur a permis de mettre en place des programmes marketing, de finalement inventer une nouvelle relation digitale que le pétrolier a ou que le constructeur a avec son client. Donc finalement, cette digitalisation leur a ouvert une nouvelle voie. C'est-à-dire que le prétexte, c'est d'avoir une meilleure expérience client, mais finalement derrière,
quand le client s'onboard dans ce canal-là, dans ce programme-là, alors on peut lui adresser des messages publicitaires et comprendre à qui on parle, qui vient chez nous. Parce qu'aujourd'hui, quand un client va chez un pétrolier, il paye en carte bleue et finalement le pétrolier ne sait pas à qui il a affaire, hormis via des cartes de fidélité pour certaines parties de clientèle. Donc, est-ce que toi, dans la data que tu collectes, dans la data que tu gères, est-ce que justement tu as réussi à trouver, ou est-ce que tu envisages de trouver, ou tu peut-être espères trouver des puits, des relais de croissance que tu n'aurais pas trouvé si tu n'avais pas digitalisé et collecté toute cette data? C'est évident. Notre métier, aujourd'hui, il est impensable de faire notre métier sans être 100% digital, et je dirais même au niveau un peu hype aujourd'hui, qui est l'analyse de données massifs. Je ne dis pas le data mining parce que c'est trop à la mode, j'aime pas ces mots-là, mais si tu veux, il y a toute cette gamme d'algorithmes de traitement de données qui est juste indispensable. Sinon, on est comme les autres, en fait. Sinon, on fait ce que les gens ont fait depuis 20 ans, et c'est bien. Mais nous, on souhaite vraiment répondre à des questions. Je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, si tu te fixes stricto sensu aux données que tu reçois, en fait, une batterie sur ton véhicule, en gros, il n'y en a qu'une par marque, parce que c'est l'ampérage pile que le constructeur a mis sur ton véhicule. Mais aujourd'hui, une batterie, tu as deux options. Tu peux surampérer ta batterie pour permettre de faciliter le démarrage en hiver, et donc tu sors des sentiers battus, tu sors de la piste, en fait, tu es dans le hors-piste. C'est plus stricto sensu ce que les données te fournissent. Donc, est-ce que j'ai faux, est-ce que j'ai bon quand je donne ma réponse purement constructeur? Il y a des mécaniciens qui vont dire oui, tu as faux. Parce que si tu as un bon client qui a du mal à démarrer l'hiver, surampère légèrement sa batterie. Puis au passage, tu fais une marche supérieure. Et à contrario, si tu as un véhicule qui a 15 ans et qui roule peu, à quoi ça sert de mettre une batterie qui est équivalente à celle d'origine? Peut-être que, au contraire, tu peux avoir quelque chose peut-être de meilleur marché qui sera compatible, qui démarrera ton véhicule, mais finalement, que tu paieras beaucoup moins cher, et ton retour sur investissement en tant que client, il sera très bon. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'aujourd'hui, pour adapter aux besoins précis de notre client, ce qui est devenu le b.a.-ba du business, tu es obligé de, quelque part, trahir la donnée initiale, canonique, la voie royale, quelque part. Tu es obligé de l'enrichir. Ou de l'enrichir finalement. Tu l'enrichis avec effectivement une nouvelle donnée qui est l'usage client ou le budget dont le client dispose. Exactement. Et en fait, cette nouvelle façon de traiter la donnée qui est non pas très algorithmique, très simple, très évidente, genre le chemin de données parfait, et d'ajouter, encore une fois, des variations qui peuvent être basées sur l'expérience, le retour d'expérience, ce côté très réseau social, ce feedback, tu vois, cette boucle, cette rétro-boucle des clients qui vont te renvoyer, tu travailles avec 1000 ateliers, tu as une chaîne de 1000 ateliers en France, ils vont te fournir, eux, leur expérience. Et toi, tu vas construire par-dessus et dire peut-être, quel va être ton catalogue à ce moment-là? Il va te dire, cette batterie-là, c'est celle qui est officiellement donnée par le constructeur. Cependant, dans ce cas-là, tu peux fournir cette batterie qui est surampérée parce qu'elle répondra à besoins de tes clients qui sont dans des régions en Haute-Savoie. En Haute-Savoie. Exactement, ou qui ont tendance à beaucoup utiliser leur, je sais pas, l'infotainment, ou de brancher sans arrêt leur téléphone sur des prises ou recharger des éléments sur leur batterie. Et à contrario, voilà, la grand-mère qui est dans son petit patelin et finalement qui sort pas trop, et pour qui tout va bien et qui a sa voiture qui a 15 ans, peut-être finalement lui mettre une batterie qui lui coûtera moins cher parce qu'elle n'a pas une grosse retraite et que finalement ça ira très bien. Donc cette humanisation quelque part de la donnée coûte extrêmement cher au niveau de l'algorithmie, au niveau de ces nouveaux principes, de ces nouveaux concepts d'algorithmie. Et donc si tu n'es pas, j'ai envie de dire, au top aujourd'hui de ce qui se fait, tu ne pourras pas répondre à ce besoin-là. Et donc, de mon point de vue, tu n'apportes rien sur le marché. Donc, finalement, est-ce que tu as un sens? Voilà. Alors pendant des années, on s'est borné finalement à avoir un modèle de batterie, par exemple, par C'est ce qu'on pense. véhicule, et de façon mécanique, de façon un peu bourrin, alors que finalement, si on veut vraiment être un peu plus fin dans l'expérience client et dans ce dont a besoin le client, et dans ce aussi a besoin le garagiste pour fidéliser sa clientèle, pour avoir une meilleure
capacité à expliquer, à orienter, ce qui est aussi son métier, au-delà de réparer, c'est aussi d'orienter et de prendre en compte les contraintes de ses clients, alors effectivement, il faut que cette donnée soit disponible. Oui, et puis comme aujourd'hui des données de base, hein, et puis j'en discutais encore avec des gens de France Autotech il n'y a pas très longtemps, c'est la transparence, c'est la réactivité, c'est ça que les gens recherchent aujourd'hui. C'est-à-dire que personne ne peut dire qu'il ne fait pas d'erreur. Je pense que voilà, on le sait en tant qu'être humain, en tant qu'entreprise, en tant que chercheur, voilà, on fait des erreurs, on se trompe. Mais ce qu'on attend de l'autre quand il se trompe, c'est qu'il se corrige et qu'il répare ses erreurs. Et donc, on doit être proactif, on doit savoir réagir aux remontées clients, aux remontées techniques, aux remontées de nos fournisseurs de données. Et donc, on doit l'intégrer. Et encore une fois, ça, c'est un atout supplémentaire, mais qui est, j'ai envie de dire, c'est même pas un atout, c'est une dette technique. C'est qu'aujourd'hui, il est très compliqué de faire du business si tu n'écoutes pas ce que tes clients te disent. Donc, nous, c'est valable aussi dans notre domaine. Si on s'est trompé et que le filtre à air n'est pas le bon, il faut savoir le corriger, que la prochaine fois qu'on interroge un véhicule, soit identique, soit similaire, on ne fasse pas l'erreur. Et voilà, et ça pour tout. Donc, il y a vraiment ce côté d'être dans l'air du temps et de suivre la société et de suivre la volonté. La transparence, c'est très, très important. Pourquoi est-ce que vous avez donné cette réponse-là? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas donné de réponse? Eh ben parce que si c'est pas une chaîne de distribution, c'est une courroie de distribution. Ça doit être une Mercedes, ben c'est une courroie quand même parce que c'est des moteurs Renault. Voilà. C'est des concepts comme ça. Et de le dire à un mécanicien, sans le prendre de haut et sans lui dire, attends, moi c'est ça la réponse, lui expliquer, lui dire, voilà, on pourrait penser que c'est une chaîne de distribution, mais sur ce véhicule-là, c'est un moteur et il a une courroie de distribution. 1,5 litre diesel vendu Mais par ouais, Renault. parce qu'aujourd'hui, ça se complexifie. Mercedes fait plus tous ses moteurs. Il travaille avec Renault pour faire ses moteurs. Et voilà. Et puis, il y a les moteurs électriques. Et un des cas très rigolos qu'on a en ce moment, c'est que on dit que, par exemple, les villes, elles sont faites pour les véhicules et que c'est vrai que les piétons, quand on les remet dans les villes, c'est compliqué. On retransforme les villes. Pareil pour l'électrique. On a des réseaux de distribution d'essence partout sur la planète. L'électricité, voilà, on met du temps à le faire. Alors que, amener de l'électricité un peu n'importe où, ça se fait. Bon, et aujourd'hui, quand on enregistre le gouvernement français, quand il enregistre des véhicules, il y a une foule d'informations qui sont dont le prisme est thermique, donc on va voir de la consommation, on va voir des volumes, la cylindrée, etc., qui n'ont plus aucun sens dans le monde de l'électrique, dans le monde on peut même plus dire que c'est le monde de demain, en fait, c'est que c'est déjà le cas, en fait, voilà. Et puis en plus, nous on travaille avec les Nordiques, si tu veux, c'est encore une autre dimension. Et je crois qu'en termes d'homologation, ils n'avaient pas prévu le fait qu'il y ait 2 voire 3 moteurs. Non, mais une voiture, c'est un moteur. Pourquoi est-ce que ça aurait 3 moteurs? Enfin, ça n'a aucun sens. Non, mais ça montre bien. Et en fait, comme tout ce qui se passe depuis les années 2000, c'est qu'il y a en plus une accélération. C'est-à-dire que tous ces formats qui ont tenu encore 20 ans, qui ont été légèrement modifiés pour à peu près tenir, mais ils tombent de plus en plus rapidement dans c'est ça, ils sont en contraire à la réalité, quoi. Et je pense que aujourd'hui, il va y avoir des transitions à faire dans l'enregistrement des véhicules, la préfecture de police. Voilà. Je parlais hier avec un ami qui a, à titre personnel, 25 véhicules en flotte sur Getaround, et il me disait, à ton avis, alors c'est pas mal parce que c'est Getaround Connect, donc en fait c'est du sans contact, donc il voit jamais les clients, mais il me dit, à ton avis, combien de temps il faut quand tu as 25 voitures dessinées dans Paris pour mettre à jour la carte verte, cette fucking carte verte d'assurance qui est sur le pare-brise, qui en fait est un truc qui date, qui n'a aucun sens, plus aucun sens. Il me dit, mais il faut 2 jours. Il faut 2 jours. Et donc, tu as l'impression que ce business est rentable. Et en fait, quand tu passes, ou tu confies à un gestionnaire le fait pendant 2 jours de mettre à jour les cartes vertes, ça te rend dingue, ça te coûte une fortune. Ouais. Et donc, j'imagine ça pour toutes les flottes, tous les flitters qui ont des centaines, des milliers de bagnoles, juste ce problème de mettre à jour la carte verte. Alors que tu peux très bien mettre un code barre ou un QR code, et quand le flic passe, il arrive à scanner pour mettre une amende. Pourquoi est-ce qu'il ne scannerait pas la carte verte? Mais bien sûr, et puis aujourd'hui, je veux dire, le Bitcoin, ça n'est pas forcément utilisable que pour spéculer. Enfin, ce que je veux dire, c'est que
qu'il y a des technologies aujourd'hui utilisées massivement qui résolvent exactement ce genre de problème. Mais effectivement, je pense que les choses avancent, il y a des bonnes initiatives. La France n'est pas le mauvais élève. La France n'est pas forcément, pour connaître un peu tous les systèmes européens, je veux dire, va en Espagne, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin technologiquement. Mais on voit que la France, qui est un des très bons élèves, et ben là, elle n'a pas géré la vague électrique au niveau du recensement, et les assureurs, c'est pareil. Aujourd'hui, par exemple, des assureurs, et puis les gens comparent. Je veux dire, ce qu'on avait l'habitude de comparer sur Booking quand tu vas en voyage, aujourd'hui, on va le demander aux assureurs. Et aujourd'hui, les gens le font déjà. J'ai ma voiture, voilà la plaque, quelles sont les propositions? Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir assurer un véhicule? Il faut regarder combien ça coûte en maintenance, il faut regarder l'âge, il faut regarder plein de choses. Donc, accéder à énormément de données de tiers, avoir des données techniques sur la maintenance, etc., pour avoir une idée du coût d'entretien, le coût de la vie d'un véhicule. Et ça demande, beaucoup de données. Et il y a encore beaucoup de problèmes de normalisation et puis d'accès aux données. Il y a des gros chantiers encore. Il y a des gros chantiers. Il y a de très beaux chantiers encore. Même. Alors, explique-nous un peu l'historique de la boîte, parce que je crois que derrière Autopass, il y a une belle histoire, notamment tu étais le first employee, si j'ai bien compris. Raconte-nous un petit peu, c'est né en 2013, c'est ça? Oui, fondé en 2013. Luc Azilinon, que je remercie, qui a eu une très très belle idée, qui s'est dit aujourd'hui, pour savoir donner une pièce précise sur un véhicule, il faut appeler le constructeur, on n'a pas le choix. Et en fait, ça a été un changement complet de modèle. Et il a eu cette idée. Et en fait, j'ai concrétisé cette idée techniquement, c'est-à-dire qu'en fait, il a eu l'idée, il me l'a expliqué, il a posé le projet, il a lancé les connexions. Et moi, j'étais CTO à l'époque, et il m'a employé first employee, comme tu disais, en 2013. Vraiment, on a lancé, les bureaux il n'y avait pas un bureau, il n'y avait même pas de connexion Internet, et on a lancé le sujet. Et donc, lui s'occupait du marketing et de pousser l'idée, d'aller convaincre des gens que l'idée était bonne. Et de l'autre côté, moi, je travaillais dur avec une équipe pour faire en sorte que ce soit concret, que ce soit une réalité, qu'on ait un service web, qu'on ait un site à lancer. Donc voilà, 2013. Et oui, effectivement, ça a été difficile, je pense, comme tous les gens qui lancent des entreprises sur une idée un peu novatrice, c'est qu'il y a des gens qui ne comprenaient pas ou qui disaient que de toute façon, ça ne servait à rien. Mais voilà, on a passé les étapes une à une, on a monté les marches une à une, et on s'est fait racheter par Mobivia en 2018. C'était un peu la consécration, puisque Mobivia, c'est quand même Noroto, Midas, Carter Cash, ATO en Allemagne. Voilà, c'est un beau groupe familial français qui fait du travail sérieux dans l'aftermarket en Europe. Mais, je tiens à dire, avec le mandat de rester toujours challengé parce qu'on ne sert pas que le groupe. Et l'idée, c'est de dire qu'on doit partager la data. La connaissance du parc de véhicules, la connaissance de l'aftermarket, les erreurs qu'il y a eu, les corrections qu'il peut y avoir, doit être partagée. Et finalement, la compétition se fait sur la réparation, le service client, le pricing, la logistique, etc. Mais la donnée d'affectation, finalement, doit être menée par quelqu'un qui se permet de partager, de mettre à disposition les données de façon normalisée. Mais tu sais, être toujours challengé, moi, je pense souvent à ce que Amazon et Jeff Bezos a plusieurs maximes, mais il y a 2 maximes que j'aime beaucoup. La première, c'est dire que les concurrents d'Amazon sont obsédés par ce que fait Amazon, alors que Amazon est obsédé par son client. Oui. La deuxième, c'est de dire que c'est la fameuse philosophie du day one, et de dire qu'une boîte, en fait, peut mourir. C'est pas parce qu'effectivement il y a une situation actuelle qu'elle va perdurer, et que le day two de la boîte, c'est la mort. Et donc c'est toujours garder en tête que l'innovation, le fait d'avancer, le fait d'être centré sur son client, le fait de toujours s'améliorer est un impérieux besoin, en fait. Il y a rien n'est définitif. Je pense souvent à 2012, qui a été l'année où Kodak s'est crashé. Et la même année, Facebook a racheté Instagram pour $1 milliard, qui était le même métier, c'était de la photo, pas du tout interprété de la même façon. Kodak a été un des pionniers de la photo numérique qu'ils n'ont pas réussi à suivre. Oui, bien sûr. Et donc les choses avancent, les choses évoluent, et ne jamais rien prendre pour acquis. Voilà, c'est très, très important. Donc être toujours challengé, vraiment,
très important. Alors, ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est de quoi est-ce que toi, vous, en tant qu'Autopass, vous avez besoin aujourd'hui? Est-ce que vous recherchez des développeurs? Est-ce que vous recherchez des partenaires pour vous distribuer? Est-ce que vous cherchez des clients, comme tout le monde, j'imagine? Quelles sont vos priorités pour les années qui viennent? Ou Alors, pour les mois qui viennent? alors, comme tu l'as dit, je pense que des clients comme tout le monde, j'ai envie de dire, voilà, des relations fortes avec des projets sains sur des choses ambitieuses, avec des clients de qualité. Je pense que voilà, tout le monde le recherche et je rechercherai jusqu'à la fin de ma vie. Je pense que voilà, c'est parce que c'est des belles histoires, c'est des entreprises communes. Pour moi, c'est ça qui me fait vivre, en fait, en quelque sorte. Mais à côté de ça, effectivement, d'un point de vue très concret, de la donnée. Je pense que la donnée, j'essaye de me battre, par exemple, en ce moment à Luxembourg pour discuter, pour dire digitaliser vos services de recherche de plaques. Nous, on ne veut pas connaître l'adresse des gens, on ne veut pas connaître leur nom, mais quand il y a un véhicule qu'on doit réparer, permettez-nous d'avoir accès aux données qui nous permettront de faire le bon travail. Donc, l'open data, si tu veux, le partage, les espèces de guerres d'îlots avec un constructeur qui ne peut pas fournir ses données, on parle de voitures connectées. On parle de choses comme ça avec des guerres, des guerres entre des fournisseurs. Je branche un boîtier, mais alors l'autre, il crypte ses données, alors je dois les reverse engineerer, etc. Ça, nous, on se bat contre ça. Donc, qu'est-ce qu'on recherche aujourd'hui? Ben, on cherche à ce que de plus en plus de gens rentrent dans ce que tu décrivais un peu comme dans un monde où finalement on ne se bat pas sur le plan de l'usine, on ne se bat pas sur la technologie, on se bat pas. Voilà, tout le monde utilise les mêmes technos, tu disais machin. Mais par contre, c'est l'idée, c'est la proactivité, c'est la transparence, c'est ces choses-là qui doivent. Mais par contre, ne pas se battre sur les données. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, Mercedes est une marque qui va reprendre des BMW pour vendre des Mercedes. Donc, ils auront besoin de réparer des BMW. Donc, ils auront besoin des données de leurs concurrents. Mais tu sais, le sujet, enfin moi, j'ai eu une petite expérience dans la banque où j'ai créé une start-up que j'ai revendue à une banque. Ce que j'expliquais, c'est qu'il faut arrêter de croire que la BNP est en concurrence avec le Crédit Mutuel. C'est pas le sujet. La BNP, elle est en concurrence avec Google, avec tous ces GAFA, avec Apple Pay. C'est ça les concurrents de demain. Et les constructeurs, c'est pareil. Les constructeurs, ils vont rapidement là, être en concurrence avec des boîtes de tech, dont Tesla fait partie. Tesla, c'est une boîte de tech qui met enfin, on a des Toyota, des Volkswagen qui conçoivent des voitures et qui mettent dedans l'ordinateur, alors que Tesla conçoit un software et met une voiture autour. Le cœur du sujet, c'est le software. Donc, comment est-ce que, au contraire, des concurrents historiques s'entendent? Quand je dis s'entendent, c'est pas au nom de l'entente, mais coopèrent pour accélérer et arrêter de se. Il y a eu quelques exemples qui n'ont pas fonctionné, mais je crois vraiment dans cette prise de conscience, dans cette humilité que ça nécessite. Et encore une fois, quand on est entrepreneur, l'humilité est vraiment une des qualités que les entrepreneurs doivent avoir et ont en règle générale pour faire avancer la boîte, quoi. Mais c'est même plus que ça, c'est-à-dire que je pense que c'est des terrains sur lesquels il faut plus se battre. Je pense qu'il faut choisir ses combats quand tu es entrepreneur, il faut choisir ses combats. Et je pense qu'aujourd'hui, continuer à bloquer l'accès à l'information de ses propres véhicules, je pense que moi, c'est perdu d'avance et tu vas t'essouffler à te battre contre tes concurrents pour bloquer ta donnée. Mais à côté de ça, tu auras manqué la vague de la plateformisation et donc tu vas te retrouver avec des nouveaux entrants qui vont te balayer, en fait, parce que tu te seras battu pendant des années avec ton concurrent qui est juste à côté de toi. Il y a des types qui vont arriver, un peu comme une soucoupe volante, qui vont arriver, qui vont se poser là, et eux par contre, ils vont te laminer. Donc, sur l'électrique, sur les nouvelles plateformes, aujourd'hui, il y a des gens qui sont fabricants de voitures, qui sont constructeurs de véhicules, mais qui n'ont plus de logo à eux. Donc, ils fabriquent des véhicules. Ils fabriquent probablement plus d'unités chrono, mais c'est vendu parce que ça a été designé par un tel, voilà, donc on a une plateforme standard, on a ce qu'ils appellent les rollers, quoi. On a des 4 roues et des moteurs électriques et des batteries, et ensuite, bah voilà, selon le design, selon les équipements, etc., on va avoir une marque, une deuxième marque, une troisième marque, et finalement, le consommateur va acheter la marque, et il va y en avoir plein qui vont arriver sur le marché, les Apple, les Google, les machins, ils vont avoir des voitures, mais qui auront été fabriquées par des vraies usines qui existent dans certains pays.
Et voilà, et tu vas avoir des acteurs historiques qui vont pas comprendre vraiment comment ça va se passer. Et je rejoins sur le côté bancaire. Quand Apple sort sa carte, ouais, effectivement. Ouais. Mais Mais d'autant ils ont plus toute la que, plateforme informatique derrière. Ils ont toute la plateforme. Voilà. mais ils ont surtout le client. Ah bah Ils ont le oui, ils ont client. 1 milliard d'abonnés. Ouais. Et ils ont Oui, le ils ont 1 client, milliard. ils ont le client qui est avec leur téléphone Et qui a déjà un euh, compte iTunes. Et qui a et qui a déjà un un compte compte Apple. iTunes et qui a une confiance, qui a une habitude, qui est en confiance dans l'environnement Apple, comme Qui a qu'on déjà peut. payé, qui a déjà une subscription, qui a déjà probablement un abonnement. Quand on peut être en confiance dans l'environnement Google. Et donc tout ça, en fait, ce sont des aspects importants. Alors, sur la notion de pièces détachées, justement, et de constructeurs et d'équipementiers historiques, hein, que je mets un petit peu sur la notion d'Amons dans le même bain. Je faisais un échange avec un Frenchie qui bosse chez Lucid Motors. C'est d'ailleurs le podcast précédent, j'invite tout le monde à écouter, qui est passionnant. Et lui nous expliquait justement chez Lucid Motors, qui est un concurrent de Tesla, que cette data, donc le fait que les véhicules soient connectés, ils collectent tellement de data qu'ils arrivent à résoudre des problèmes ou anticiper des problèmes que finalement les constructeurs historiques confiaient allègrement à des Valeo ou des Faurecia. Et eux, ils les résolvent eux-mêmes parce qu'ils ont la Oui. data et qu'ils peuvent être en mesure de le résoudre. Donc en fait, il y a une remise en cause fondamentale de la façon dont on conçoit, dont Ouais. on entretient demain un véhicule. Mais c'est exactement Enfin, Apple l'a montré, je pense, brillamment en ayant verticalisé le produit. C'est-à-dire que finalement, ils conçoivent leur silicone, et puis ils conçoivent les applications, et ils conçoivent même le packaging de leur. Donc voilà, ils n'ont pas de sous-traitants. Enfin, ils ont des sous-traitants pour faire ce que eux ils ont pensé qu'il faut faire. Mais Et ils c'est un environnement maîtrisent. fermé. Ils empêchent, dans une Tesla, il n'y a pas Waze. De la même façon que dans Apple, c'est pas aussi ouvert que dans l'environnement Google. C'est Oui, fermé, ils ont mais pour quitté Intel. maîtriser justement l'UX du début à la fin. Ouais. Et ils ont quitté Intel. Ils peuvent se permettre de le faire parce qu'ils Ouais, connaissent leurs produits ouais. verticalement. Donc en fait, je pense qu'au niveau du véhicule et de l'aftermarket, effectivement, je pense que l'exemple est assez bon. L'informatique a un rôle croissant qui, de toute façon, on peut lutter contre, mais il peut y avoir des crises de production, ou de livraison, ou de logistique. Mais l'électronique, on le veuille ou non, sera de plus en plus présent dans les véhicules et dans les objets. Euh, on parle de la voiture autonome. Il y a de la voiture autonome, etc. Donc aujourd'hui, on amène encore son véhicule se faire réparer, mais on n'est pas très très loin de commencer à avoir des flottes entières aller se rendre d'elles-mêmes toutes seules au garage pour la maintenance. Donc la maintenance doit s'adapter à ça. On ne change plus les mêmes pièces. Je discutais avec quelqu'un hier sur les plaquettes de frein, l'usure des plaquettes de frein sur les électriques. Ah bah, il y en Avec a pas. l'induction, etc. Très Non peu. mais, non mais aujourd'hui, ils recommandent de changer les plaquettes, c'est 100 000, 150 000 km, ce qui est assez impensable finalement aujourd'hui, et qu'on soit un bon conducteur, un mauvais conducteur, entre guillemets. C'est-à-dire que, ouais, on a la récupération avec l'induction, donc finalement, tes pièces d'usure changent. Mais par contre, tes bobines, tes câbles, etc., voilà, tu as d'autres usures. Tu Et as 2 usures, exactement. tu as d'autres usures, et puis les usures vont être sur des pièces électroniques. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont habitués à leur caméra de recul. Et si la caméra de recul ne fonctionne plus, il y a plein de gens qui se gardent, en fait. Enfin, tu vois, il y a une migration des choses, et l'aftermarket et un groupe comme Ovia est obligé de suivre. Et donc, au Bien niveau des sûr. pièces, il y a des pièces qui sont le précaré, la protection, enfin, qui sont captives du constructeur, qui aujourd'hui posent des soucis. Parce que c'est voilà. Bon, on donne des plaquettes de frein, on donne les références des plaquettes de frein, mais alors la caméra de recul, ou le capteur de panneau, ou la caméra Ou pour le le dépassement de niveau. lidar. Le Non, mais lidar, voilà. et les lidars, et je descends un pare-choc, j'ai tous les capteurs de proximité que je dois recalibrer, etc. Donc, il y a une transition à faire, mais ça veut dire qu'il y a une transition des gens, de la main-d'œuvre, de la connaissance, des datas. C'est très intéressant de voir comment se positionnent aussi des entités, mais aujourd'hui, en tous les cas, ce que nous, on recherche, et tous les gens avec qui on discute, on recherche quand même l'open data. Le but, c'est de partager ces données-là et de plus en faire un bloquant. Par contre, après, tu dois te battre sur d'autres choses. Tu dois te battre sur la qualité, sur voilà, encore une fois, le fait que ton client soit content de la réparation, le geste parfait, des choses comme ça. La transparence, l'économie circulaire. Je pense qu'il faut pas lutter contre l'économie circulaire. C'est idiot de lutter contre l'économie circulaire. Donc, il faut aller dans le sens de l'histoire. Et nous, le but, c'est d'essayer de s'engager du bon côté de la force, quelque part. Voilà.
d'être Mmh. du bon côté de C'est vrai qu'il y a l'histoire. beaucoup de sous-jacents qu'on qu'on ne dont on ne subodore même pas l'existence, Mmh. mais qui sont effectivement impactés par cette mutation et en même temps, la révolution digitale dans le secteur automobile ne se limite pas du passage du thermique vers l'électrique. C'est un Non. rapport totalement différent qu'on a avec sa voiture. Le software joue un rôle, de plus en plus prégnant et heu et donc, en tout cas, moi, j'invite et je sensibilise tous les acteurs de cette chaîne de distribution et de réparation à y aller, quoi et ne pas se freiner parce que les enjeux demain, il y a de nouveaux enjeux qui vont arriver et que s'ils prennent du retard sur des choses qui, sont à leur portée, ils seront en retard, encore plus en retard sur le reste, quoi. Les choses vont accélérer de façon exponentielle. Moi, je pense qu'on sort vite de la route, ouais, effectivement. Je pense que les sorties de route sont sont plus rapides. C'est que si tu as perdu le si tu prends pas la bonne sortie, c'est enfin, ça va enfin, moi, je trouve, hein, que ça va de plus en plus vite. Tu as plus de clients. Ils arrêtent et puis ils basculent. Ils basculent chez quelqu'un d'autre et puis, voilà. Mais c'est ça le sujet, en fait. C'est qu'en fait, pendant longtemps, le client était captif Mmh, et maintenant, en fait, il ne l'est plus. Moi, j'ai assisté à une formation chez Facebook où le patron de Facebook France est arrivé en introduisant le propos en disant: «Je vous rappelle que tous vos clients viennent avec un téléphone à la main. mmh, Ils trouvent l'itinéraire via un smartphone, ils vous ont trouvé via un smartphone. mmh, Donc ce sont les clients qui décident, ce sont les clients qui changent, ce sont les clients qui ont basculé sur le mobile». mmh. Donc, et c'est le client qui paye. Donc et c'est le client qui décide. Donc à un moment, faites-le, quoi. Faites-le parce que le client a commencé à le faire déjà, quoi. Voilà. Oui et puis on te comparera et puis, tout est fait aujourd'hui pour que tu changes facilement. Alors, il y a des grands professionnels de te capturer. La captivité, ça existe encore énormément avec les réseaux sociaux, etc. Mais d'un point de vue global, aujourd'hui, tu vas dans un magasin, tu as déjà regardé le prix de l'objet. Enfin, je veux dire, tu vas au supermarché, tu vas acheter des Lego pour tes enfants, tu vas regarder le prix, tu vas regarder si tu peux pas l'avoir moins. Enfin, je veux dire, n'importe qui fait ça partout, et l'assurance, etc. Donc aujourd'hui, sur quoi tu vas te battre? Bah, sur le fait d'être transparent, sur le fait d'être toujours à la pointe, de toujours avoir la techno qui va, d'avoir, de ne pas être offline, d'être toujours joignable, d'avoir cette réactivité à l'erreur, les gens toléreront une erreur, mais pas deux fois, etc., etc., etc. Donc ça t'oblige, toi, à te maintenir comme ça. Et pour le monde de la pièce détachée, bah, ça veut dire suivre les technos, l'accélération de l'explosion des modèles. Avant, une chaîne de prod, ils faisaient 10 000 véhicules identiques. Maintenant, les gens, ils commandent le truc avec la couleur qu'ils veulent, les sièges chauffants, pas les sièges chauffants, etc. Et aujourd'hui, sur une chaîne de production, savoir exactement ce qui a été monté, ça devient de plus en plus compliqué. Donc derrière, nous, bah, voilà, il faut qu'on suive. Est-ce que tu as est-ce que tu as de la DAS? Est-ce que tu as voilà, est-ce que tu as tel équipement ou tel autre? Est-ce que voilà. Et tout ça dans un environnement où effectivement il y a un héritage, ce qu'on appelle le legacy, d'une usine, Oui, souvent d'un d'un support, d'un écrin, industriel. Mais ces sujets-là et c'est des sujets que moi j'ai beaucoup travaillé sur la banque aussi, heu, banque et automobile, hein, c'est souvent le même sujet, c'est de dire: «Est-ce qu'il faut, préserver, le passé du futur ou est-ce qu'il faut préserver le futur du passé?» oui, C'est un sujet philosophique, mais que les décisionnaires et les managers vont devoir trancher. oui, mais tu vas et puis tu vas avoir les clients qui vont mettre les pieds dans le plat et qui vont penser pour réparer une voiture des années 90 comme ils réparent, je sais pas, une 5008 et ils estiment que tu vas dans un garage, tu devrais pouvoir avoir toutes les informations. Donc nous aujourd'hui, par exemple, on travaille avec des gens qui font de la voiture de collection et ils attendent le même niveau de service qu'un véhicule connecté. Et on est quand même dans une époque incroyable, enfin, voilà, où il y a des gens qui roulent encore avec des BM des années Twist ou des Mercedes Ouais, un peu de on est collègue. dans une époque contrastée. Ouais, 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 si tu veux, ouais, c'est ça. Mais et les gens t'attendent là-dessus. Les gens t'attendent et que ce soit quand tu disais normaliser, ben nous c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait on répond avec le même niveau de qualité ou avec le même type d'outils, quelle que soit la génération de ton véhicule. Donc ouais, ouais, il y a des challenges assez intéressants. Ouais. Ouais, ouais. Bon, bah, très bien Oscar, bah, écoute, ça a été un plaisir d'échanger avec toi. Mhm. J'espère que, nos auditeurs, téléspectateurs, et enfin podcasteurs,
youtubeurs apprécieront cet échange. Tu es joignable, j'imagine, sur les réseaux sociaux, sur Bien sûr, autopassgroup.com, je crois, c'est ça, bien hein? sûr, bien sûr. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à solliciter Oscar. Encore merci pour cet échange C'est et un puis plaisir. on se voit très bientôt, je crois, lors d'un prochain rendez-vous France Autotech. Écoute, avec grand plaisir.